Vierge sainte, mon guide et ma souveraine. Chapitre 23. Quand la neige craque. 2 jours plus tard, ils traversèrent la baie jusqu'à la rive opposée, près de l'embouchure de l'île Pithelven. Des chevaux lourds et des paysans maigres les attendaient. Ils ne maudissaient pas leur sort. Isco lisait leurs pensées. Mieux ça que la guerre. La vision de ces hommes le toucha. Chez lui, à Saint-Jean-de-Luz, la terre était rare et pauvre, poussant les hommes vers la mer, jusqu'à l'autre bout du monde. Ceux-là qui attendaient partaient peut-être aussi au bout de leur monde. La mère avait choisi Pasquale dès son plus jeune âge, et son père ne s'en était jamais plaint. Il y pensait souvent lorsqu'il voyait comme maintenant des hommes durs et inquiets qui affrontaient un destin inconnu, ou peut-être trop connu. Dans les deux cas, ils allaient de l'avant, osant à peine espérer retrouver ce qu'ils avaient laissé. Certains grelottaient, la plupart regardaient leurs pieds, ou rien. Le jeune Knut, même pas 15 ans, avait réussi à se faire engager. Il leva les yeux sur Isco et les détourna aussitôt. Il avait peur. Pas d'Isco, de son bout du monde. Savait-il dans quoi il s'engageait? Vers quel mystère? Vers quelle misère? Isco se demanda si chez lui, il y avait aussi une Alaya, une femme qui attend, mais qui, elle, ne peut pas fuir son quotidien. Qui fallait-il plaindre? Isco prit conscience qu'il ne s'était jamais posé ces questions sur sa mère auparavant. Celui qui partait incarnait la prise de risque. Le vrai danger était peut-être de rester. Les chevaux faisaient preuve de nervosité, ils voulaient avancer. Ou peut-être savaient-ils seulement ce qui les attendait. Et moi, je m'attends à quoi? Où est-il mon bout du monde? Ils se mirent en marche. D'abord, Isco n'entendit que le craquement de ses pas, transperçant la fine couche de glace constituée pendant la nuit. La fraction de seconde de résistance avant que sa botte transperce la glace, aussitôt amortie par le coussin de neige tassé. Tout le monde marchait en silence aux côtés des chevaux chargés de matériel et de marchandises. Le craquement de la glace sous les sabots et les pas des hommes envahissaient la vallée. Au milieu du crépitement, Isco tentait d'isoler le son de ses propres pas, brisant la couche. Plus bref quand il envoyait le talon d'abord, plus diffus quand il posait le pied à plat. La respiration plus forte d'un cheval de bas ou le grognement d'un homme qui trébuchait en cassait parfois l'harmonie. Si Isco avait été musicien, il en aurait tiré une mélodie triste et belle, comme le crépitement d'une maison en feu. Le vent filant dans les branches de bouleau, la glace cédant, le souffle des naseaux. Le soleil transforma les heures suivantes en calvaire. Fini les craquements. Ils s'enfonçaient dans la neige, les pieds touchaient le sol spongieux, imbibé d'eau, qui s'infiltra dans les bottes, de plus en plus lourdes. Les lapons qui les accompagnaient mettaient de la paille dans les leurs. Isco regrettait de ne pas les avoir écoutés. Personne ne se plaignait. La mélodie se poursuivait, le crépitement remplacé par le clapotement, le fatalisme par le fatalisme. Aucun chemin n'était tracé. Bouleaux et sapins bloquaient la vue. Ils marchaient au plus près du fleuve, où la végétation paraissait moins dense, plus basse. Arbrisseaux et buissons s'entremêlaient, rendant la marche difficile, quel que soit le terrain. Par endroits, la neige avait fondu, laissant place à des champs de tourbe sans fin. Ils traversèrent des ruisseaux, des rivières, des torrents, renoncèrent à sécher leurs pieds. Isco sentait difficilement ses doigts de pied, saisis de froid et d'humidité. Knut Clemetsson avançait en silence, lèvres déjà bleues, secouées parfois de tremblements. En pénétrant dans l'intérieur de la Laponie, des crêtes aplanies, comme dans certaines parties des Pyrénées, se découpèrent sur le ciel. Isco retrouva son élément. Il lui fallut 2 jours pour réaliser que les apparences étaient trompeuses. Ces montagnes n'étaient pas son élément. Il comprit qu'il s'éloignait de la côte pour la première fois de sa vie. Le paysage s'étalait loin, si loin. Ni voile, ni mouette, un autre monde, qui n'était pas le sien. Quand venait le moment de dormir, Isco s'enroulait dans son drap épais,
surveillant la nuit qui ne tombait jamais, l'oreille aux aguets. Ils guettaient du coin de l'œil le lapon qui les accompagnait. Celui-ci avait parfois des discussions animées avec le commissaire. Il était question de rennes à surveiller, mais le commissaire le ramenait généralement au silence d'un ton autoritaire. Au bout du troisième jour, Isco cessa d'attendre la nuit. Elle ne venait jamais, les évitait, ou bien le jour les protégeait-il pour les prévenir de l'arrivée des mauvais esprits des montagnes? Durant les longues heures de marche où il trébuchait de fatigue, Isco découvrait en Knut Clemetson un garçon sensible et curieux. Mon père, quand il avait encore son bras et sa tête avant la guerre, il remontait les rivières vers l'intérieur. Il partait seul? On n'est jamais seul dans ce pays. Ma mère était sûre chaque fois qu'on ne le reverrait jamais. Moi, c'était pareil avec mon père. Ah bon? Il pêchait aussi? Oui, des baleines. Knut fit une moue sceptique. C'est pas des poissons qu'on trouve dans les rivières par ici en tout cas. Ou alors, ça doit pas vous nourrir son œuf. C'est des poissons grands comme entre ces deux arbres. Ah ça, il est courageux ton père. Le tien aussi. Je sais pas. Mais on avait faim. On était une douzaine à la maison. Au début en tout cas. Dans les lacs de l'intérieur, il y avait beaucoup de poissons. Beaucoup. Plus que sur la côte. Alors il partait. Il revenait après des semaines avec des réserves de poissons pour longtemps et des cauchemars pour toujours. Des cauchemars? Mais il n'en parlait jamais. Tu ne demandais pas? Pour me prendre une taloche? Le vieux a qu'une main, mais elle cogne dur. Parfois, les deux jeunes gens restaient silencieux de longues heures, lorsque la fatigue prenait le dessus. Moi, je n'ai jamais été aussi loin à l'intérieur des terres. Avoua Knut au troisième jour de marche. Le pasteur nous met bien en garde. Lui, il n'y allait qu'une fois en 4 ans. Pourtant, les sauvages qui peuplent ces terres sont des âmes perdues. Je crois qu'il a peur. Et toi, tu n'as pas peur? Bien sûr, j'ai peur. Il faudrait être fou pour ne pas avoir peur. Celui qui nous accompagne a pourtant l'air calme. Parce qu'ils perdent leur pouvoir loin des montagnes. Son visage, tourné vers les sommets au loin devant eux, exprimait un mélange de respect, de retenue, et la crainte, surtout la crainte. Knut Clemetson marchait vers l'inconnu. Isco suivait.